Bonjour tout le monde, bienvenue à cette neuvième vidéo déjà concernant notre neuvième semaine de cours à distance. J'espère que tout le monde a eu la possibilité de profiter de ce long week-end de déconfinement, que vous prenez un peu l'air, que vous faites un peu de sport et que la vie continue malgré tous ces moments qu'on a vécus et toute cette année un peu différente pour nous tous, car c'est la première fois dans l'histoire qu'on le vit. On crée notre histoire, on vit notre histoire. Et évidemment, je pense qu'on aura une réponse pour la semaine prochaine, pour la reprise ou pas du lycée. J'espère qu'on pourra au moins se revoir une fois avant de finir l'année. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de certitude. En tout cas, nous allons aujourd'hui travailler notre séance 3 de notre chapitre numéro 7. Cette séance s'intitule Lieu et diffusion du savoir. Comme vous savez bien, nous avons commencé à travailler ces chapitres où nous avons déjà vu cette personnalité de Galiléo Galilée et cette révolution qui l'amènera. Ça sera un des paradigmes de cette révolution scientifique du XVIIe et XVIIIe siècle et de quelle façon ces lumières vont commencer par les sciences et après s'étendre dans la pensée humaine, politique et après sociale. Et une fois que nous avons vu aussi Galilée, nous avons travaillé la machine de Newcomen et Watt et de quelle façon cette révolution au niveau de l'ingénierie arrivera à donner le premier pas pour développer la révolution industrielle. Très important. Aujourd'hui, avec cette séance, nous allons voir comment ces savoirs vont s'instaurer et ils vont s'étendre en Europe. Donc, de quelle façon, comment les nouveautés scientifiques sont-elles diffusées dans toute l'Europe? La révolution scientifique s'enracine dans de nouveaux lieux, dans les capitales européennes comme dans les grandes villes de province. Les savoirs se diffusent en s'appuyant sur les laboratoires, les académies et les observatoires. Par exemple, aux Pays-Bas, dès le début du XVIIe siècle, on ouvre des laboratoires où les savants enchaînent les expériments. Dans ces lieux dédiés à la science, on se rassemble pour procéder à des autopsies afin d'approfondir les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain. Vous vous souvenez qu'on a vu notre personnalité qui faisait ça aussi, mais que c'était proscrit à l'époque. Déjà Léonard da Vinci. Par l'expérimentation, donc, on remet ainsi en question ou on confirme les théories héritées des anciens, comme aussi Galiléo Galilée avait fait. La science est une des grandes passions du siècle. Les découvertes sont nombreuses et les membres de la République des sciences ont le sentiment de vivre à une époque nouvelle qui doit permettre de mener l'humanité vers les progrès. Le mouvement des Lumières guidé par la raison est au cœur de la diffusion de la science au XVIIIe siècle. Pour pouvoir répondre à cette question, à cette problématique, nous allons travailler les documents de la page 236 et la page 237 de votre manuel. Je vous pose la première question. Pourquoi peut-on dire qu'au XVIIIe siècle, les scientifiques cherchent de plus en plus des applications concrètes à leur recherche? Pour répondre à cette question, je vous montre le premier document, le document 4, des expériences. J'ai parlé ci-dessus de l'abbé Nollet et des expériences qu'il a fait pour M. de Lefebvre et depuis pour la reine. Il y a longtemps qu'il a fait les expériences d'électricité.
qui n'est connu que depuis quelque temps. Il ne faisait d'abord ses expériences qu'avec des tubes de verre frottés à la main. Depuis, il a fait faire un globe de verre qui s'émeut par une grande roue et que l'on échauffe avec la main en la tenant comme l'édit globe. Il avait déjà éprouvé qu'en mettant 12 personnes dans la chambre où est l'édit globe, tourné par les moyens de la roue et échauffé avec la main, les dites 12 personnes communiquant l'une à l'autre par des barres de fer entre leurs mains, et l'une des dites 12 personnes ayant la main gauche auprès du globe sans le toucher, la 12e mettait le feu avec son doigt à de l'esprit de vin, c'était de l'alcool, que l'on avait seulement un peu réchauffé. C'est un extrait de mémoire de Luc de Luynes, un récit du 14 mars de 1746 à Versailles. Très intéressant aussi, les lieux de ces expérimentations. Versailles. Il continuait encore à l'époque, juste après la mort de Louis XIV, à être le centre de lumière et les rois voulaient voir ces expérimentations et pouvoir montrer à la cour, à la noblesse, la puissance de son royaume et de sa personnalité. Car les savants reçoivent une pension de l'État afin de mener à bien leurs recherches. Cette générosité royale est intéressée car il s'agit d'attirer les meilleurs scientifiques afin qu'ils constituent à la gloire du roi. Alors comment nous pouvons dire qu'il faisait de plus en plus de recherches? Nous pouvons aussi nous appuyer sur le document numéro 5, intitulé « Des savants ». Ici, on peut voir un tableau de Gerlouis David, intitulé « Lavoisier et son épouse ». On peut le trouver sur le Metropolitan Museum of Art à New York. Et ils nous disent, ce tableau, Marianne Lavoisier est une femme de science qui reste dans l'ombre de son mari. Elle assiste Antoine Lavoisier dans ses expériences, traduit pour lui des livres scientifiques anglais, et dessine des illustrations qui accompagnent ses publications. Antoine Lavoisier fut le fondateur de la chimie scientifique. Il montra les mécanismes de la combustion, analysa la composition de l'eau et établit la première nomenclature des corps chimiques. On voit sur ce tableau plusieurs outils scientifiques de précision, comme par exemple, avec le numéro 1, on voit un gazomètre. Ensuite, nous pouvons voir un ballon de verre. Après, un hydromètre de cuivre. Et à la fin, ici, le carton à dessin de Madame Lavoisier. Je voulais aussi voir, avant de répondre à cette question, le document numéro 6. Des nouveaux champs d'application. Regardez, on voit d'un côté de ce tableau des chiffres, ce sont des années, et de l'autre côté, les découvertes, les inventions à chaque moment. On part de 1712 jusqu'à 1785. Nous pouvons commencer par l'invention de la machine à pression atmosphérique de Thomas Newcomen, mais après on continue avec le thermomètre à mercure, pour après partir sur les hauts fourneaux d'Abraham Darby, l'histoire naturelle du comte de Buffon, paratonnerre, invention de la machine à filer, machine à vapeur en 1769, l'automobile, la découverte de l'oxygène, première élévation publique d'un ballon des frères Montgolfier, le traité élémentaire de chimie par Antoine Lavoisier et l'invention du métier à tisser mécanique par Edmond Cartwright. Comme vous voyez dans ces documents, nous pouvons dire qu'au XVIIIe siècle, les sciences et les scientifiques cherchent de plus en plus des applications concrètes à leurs recherches.
car chaque année, pratiquement, il y a une découverte majeure qui fera un pas vers l'approfondissement de la révolution industrielle. Mais maintenant aussi, avec le document numéro 5, on voit comment ces avancées au niveau de l'ingénierie, ils vont aussi s'appliquer au niveau de la chimie par rapport à tous les appareils qui vont aider à prouver les théories. Et ce n'est pas seulement ces appareils, sinon que ces théories, comme on voit dans les textes, ils vont se prouver, ils vont le prouver, ils vont faire toujours des essais, et surtout pour bluffer les rois, pour que ce soit pour la gloire du roi en France. On verra dans d'autres endroits, comme en Angleterre, comment ça sera, les académies, les académicistes, qui vont vouloir garder et montrer ses savoirs et ses capacités de l'être humain. Donc il y a une évolution positive, façon de tester, façon d'y aller toujours plus loin, et au niveau date, une multiplication des découvertes majeures. Question numéro 2. Comment les nouveautés scientifiques sont-elles diffusées dans toute l'Europe? Je vous propose d'abord le document numéro 1. L'encyclopédie. Cet ouvrage, édité sous la direction de Diderot et d'Alembert. Au XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert joue un rôle de premier ordre. Les deux philosophes ont pour ambition de faire le bilan des connaissances dans tous les domaines du savoir. Cette entreprise s'étend sur plusieurs années. Commencée en 1751, la publication s'achève en 1772, c'est-à-dire 21 ans après, malgré la censure. L'encyclopédie contribue à la diffusion du savoir scientifique, mais aussi philosophique, artistique, technique. Toutefois, son accès est limité à une élite bourgeoise ou aristocratique. Comme vous voyez ici, pourront être imprimés en 11 volumes de planches qui donnera la possibilité de vraiment étendre son savoir, même si c'est seulement pour une élite bourgeoise ou aristocratique. Mais l'encyclopédie, c'est un événement majeur dans le sens où la diffusion scientifique pourra s'amener à bien grâce à cet ouvrage. 21 ans, la lutte contre la censure du royaume, du roi qui ne voulait pas que ses savoirs sortaient de son contrôle. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, ces savoirs et ces expérimentations se faisaient souvent à Versailles pour montrer toujours le pouvoir du roi. Mais si cette puissance que c'est le savoir-faire est entre les mains de tout le monde, même des étrangers, parce que l'encyclopédie pourrait être traduite, ça échappait au contrôle. Donc ça, c'était un danger. Mais l'encyclopédie arrivera et pourra continuer et montrer comment l'homme pouvait aller vraiment très loin. Et tout ce qu'on savait à ce moment-là. Mais il n'y a pas seulement l'encyclopédie pour pouvoir diffuser ces savoirs ou ces nouveautés scientifiques. Je vous montre ici cette diffusion en Europe de l'encyclopédie, diffusée sur 25 000 exemplaires dans toute l'Europe. La révolution scientifique touche un public de plus en plus large. En effet, les savoirs se diffusent plus largement en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, grâce aux publications scientifiques, à l'encyclopédie et au salon des cabinets et curiosités. Nous trouverons donc des publications scientifiques. La diffusion du savoir s'explique en partie par cette publication des revues scientifiques. Leur nombre augmente et leur qualité s'améliore sensiblement. En France, dès la fin du XVIIe siècle, et tout au long du XVIIIe, l'Académie des sciences publie le journal des savants, qui vise à véhiculer les avancées de la recherche.
Cette presse et spécialité stimule la recherche, des hypothèses et des conclusions des expériences circulent. Elles servent de base à de nouvelles recherches. Ces nombreuses descriptions de l'encyclopédie qu'on voit ici comme exemple, où on voit vraiment un noyau très dur sur Lyon, ensuite pas loin de la frontière vers Toulouse et après Paris, c'est pas seulement la façon écrite de diffuser ces savoirs. Cette presse spécialisée, ce journal de savants, qui aura une diffusion moins importante, mais avec une importance de fond en comparaison à l'encyclopédie, surtout car il lancera des hypothèses. L'encyclopédie, ça sera le fait de recueillir tous les savoirs de l'être humain, tandis que ces recherches et cette presse spécialité, surtout, va réveiller l'envie chez les scientifiques ou proto-scientifiques de vouloir tester, aller au-delà et se baser, bien sûr, sur des savoirs autres que les siens pour étayer la révolution de pensée. Les savants entretiennent des correspondances dans le cadre de la République des sciences. Les échanges épistolaires sont nombreux et se développent à l'échelle européenne. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, au début du XVIIe, Marin Mersenne joue un rôle pour structurer la pensée scientifique européenne. Il est au centre d'un réseau de correspondance entre Descartes, Ganzelli et Torricelli. Nous avons aussi un autre exemple, comme à la fin du XVIIIe. Nous voyons comment André Ampère et Jean-Stanislas Coupier entretiennent une correspondance dans le but de se former mutuellement. La diffusion des idées, l'encyclopédie, aussi épistolaire, et ces revues des sciences spécialisées. Mais il nous manque encore une autre façon de diffuser la nouveauté scientifique. Nous voyons ici un laboratoire. Les laboratoires où plusieurs scientifiques vont travailler et travailler ensemble et montrer leur savoir-faire. Ça sera une autre des façons de diffuser les savoirs. Et aussi, de la même manière, les salons et cabinets de curiosité réaliseront son chemin à ce niveau-là. Par exemple, en Europe, des salons souvent tenus par des femmes se développent. Les scientifiques sont invités et peuvent échanger sur les dernières découvertes. Dans les cabinets de curiosité, les personnes les plus aisées présentent de nombreux objets liés à la science qui sont ainsi vus et partagés. Vous voyez comment ils avaient besoin d'avoir un niveau de vie à l'aise pour pouvoir avoir cette envie d'aller plus loin. Donc évidemment, même si c'est la bourgeoisie ou l'aristocratie, qui à ce moment-là sera le fer de lance pour pouvoir avancer à ce niveau-là, mais c'est tout à fait honorable de utiliser son pouvoir, leur pouvoir économique pour développer les connaissances globales, puisque l'encyclopédie, même si l'accès était difficile, seront ensuite utilisées par des personnes d'un niveau inférieur, économiquement parlant. Ces salons sont d'abord et avant tout tournés vers les lettres, mais certains salons accueillent des scientifiques. Ainsi, dans celui de Madame du Châtelet, des débats scientifiques ont lieu. Madame du Châtelet participe activement à la recherche et à la vulgarisation scientifique. Les particuliers prennent goût à la recherche. Les plus riches créent des cabinets de curiosité, c'est-à-dire des pièces à part entière, ou bien des meubles renfermant des objets
hétéroclites, par exemple des fossiles, des animaux empaillés, des herbiers ou des vestiges archéologiques. C'est le début de la révolution archéologique que nous verrons au XIXe siècle, surtout avec Napoléon et ses découvertes de l'Égypte ancienne. Mais déjà, la science s'intéressait par l'homme d'autre temps, l'homme d'avant. Comme dernière question de cette étude des cas, je voudrais vous poser la question de quel rôle peuvent jouer les souverains et les femmes au sein de cet enthousiasme scientifique du XVIIIe siècle. J'ai déjà évoqué en partie ce rôle du souverain, car en payant les scientifiques pour pouvoir les motiver à montrer leur pouvoir, en quelque sorte, ils attiraient la gloire du royaume et du roi et de lui-même, de sa personne, en ayant dans sa cour des avancées scientifiques qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Mais les femmes, je vous ai aussi annoncé un peu, surtout par rapport à ces cabinets de Madame Châtelet, quel était le rôle des femmes à ce niveau-là. Mais pour pouvoir introduire davantage sur ces rôles des femmes dans la diffusion de la science au XVIIIe siècle, je vous demande un travail à faire pour la semaine prochaine. C'est préparer une biographie d'une femme de l'époque qui peut être un exemple de femme des sciences. Ce n'est pas pour me l'envoyer, c'est tout simplement pour le préparer et pouvoir l'amorcer au début de la prochaine heure, de la semaine prochaine. Et je profite pour vous parler de ça et introduire cette question, car je ne sais pas si vous avez Amazon Prime, mais bon, ils viennent de publier Amazon Prime. C'est un titre original, c'est un film, ça s'appelle The Aeronauts, et il raconte une histoire très intéressante que vous pouvez utiliser. Je ne vous dis pas plus, vous pouvez la voir si vous l'avez, sinon vous pouvez trouver une autre personnalité, une autre femme du XVIIIe siècle qui peut être un exemple de cette diffusion scientifique. Mais je profite de cette actualité car il vient d'être publié sur Amazon cette semaine, la semaine dernière, cette semaine. Il y a deux personnes qui ont joué déjà dans les films de Hopkins. Et lui, il avait gagné l'Oscar à Eddie Redmayne par rapport à ses films, Stephen Hawking. Et elle, Felicity Jones, faisait de la femme de Hawkins dans le film. Donc là, ils ont repris ces deux très bons acteurs pour faire c'est assez original et toujours montrer d'une façon une histoire qui est toujours un peu oubliée, ces rôles de femmes de science, très très importante et un rôle majeur. Vous verrez, si vous avez la possibilité, vous me raconterez, vous pouvez me laisser les commentaires sur les vidéos, sur YouTube, si vous avez eu la possibilité de voir les films et comment vous voulez l'utiliser, ou si ça vous a donné un peu l'intérêt de voir la biographie de ces personnes-là. Et voilà, je vous laisse découvrir ça. Et avant de finir, une fois qu'on a vu l'ensemble de ces documents, on a répondu aux questions, nous devons être capables de faire notre trace écrite. Alors, vous avez 5 minutes, 10 minutes pour la faire. On se rencontre à la suite de cette vidéo pour pouvoir en parler ensemble et avoir une correction. Parce que, vous m'avez entendu, vous pouvez très bien faire la trace écrite. Je vous laisse un peu de temps pour le faire maintenant. Et ensuite, je vous donne une proposition de correction. Même si elle n'est pas écrite, je le fais à l'oral. Évidemment, nous devons commencer par dire que le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières, en France et en Europe. Le public cultivé est très demandeur de nouvelles connaissances scientifiques qui, jusqu'au XVIIe siècle, ne provoquaient que l'indifférence de l'opinion. Pour répondre à cette demande,
Les éditeurs proposent à ces élites cultivées des livres de vulgarisation scientifique qui viennent compléter des bibliothèques privées de plus en plus importantes dans tous les domaines. Le plus célèbre de ces ouvrages de vulgarisation est cependant l'encyclopédie, publiée en 35 volumes entre 1751 et 1772, sous la direction de Diderot et d'Alembert. La pratique de cabinets de curiosité se développe dans les riches maisons de la bourgeoisie et de la noblesse éclairée, mais aussi dans les grands palais des princes européens. On expose dans une pièce des collections d'œuvres d'art des grands maîtres, des grandes bibliothèques, des instruments scientifiques, des objets exotiques, par exemple la défense des éléphants, des vestiges archéologiques sur toute l'Antiquité et des objets étonnants. On a pu parler d'une république des sciences pour décrire ces intellectuels et cette élite cultivée. La diffusion de nouvelles connaissances scientifiques ne concerne en effet qu'une petite minorité de la population qui se réunit dans des cabinets de lecture, des salons, des académies ou des sociétés savantes. Les cours des grands souverains européens sont également très importants. On y discute des sciences, on fait venir des scientifiques qui font des expériences en public. Les princes éclairés favorisent aussi l'innovation technique et les découvertes scientifiques. En revanche, la très grande majorité de la population n'est pas du tout concernée et reste sur un monde de vie et de savoirs qui n'ont pas tant évolué depuis l'époque médiévale. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. On peut se retrouver tous ensemble la semaine prochaine pour corriger cette biographie. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur YouTube si vous voulez voir ces films, si vous l'avez vu, me commenter un peu qu'est-ce que vous avez pensé de ces films, ou si vous voulez l'utiliser pour notre travail de la semaine prochaine. Je vous laisse mettre en ordre toute cette trace écrite. On se retrouve dans 7 jours. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.